Bonsoir à tous. Donc merci d'être venus nombreux ce soir. Donc nous sommes toujours dans le processus du plan de circulation qui a commencé au mois de décembre avec la publication du bilan de l'étude qui a été fait par le cabinet Aegis. On a fait une réunion publique le 1er décembre. Au cours de la deuxième quinzaine du mois de décembre, on a fait un sondage, une consultation des Rabassinois. On va vous en parler bien évidemment ce soir. On a fait après 3 ateliers, un avec les institutions, que ce soit l'agglomération, le département, les écoles, pompiers, gendarmerie, professionnels de santé. On a fait un atelier avec les commerçants et les artisans. Et le 13 janvier, il y a eu un atelier avec les Rabassinois qui a eu lieu à la halle, dans lequel il y avait des citoyens, associations de quartier, et des gens qui étaient engagés pour la mobilité. Donc on continue le processus et là on va vous présenter aujourd'hui le plan d'action qui est proposé par le cabinet Aegis. Donc pour eux, ils arrivent un peu en fin d'études, c'est pas tout à fait terminé, mais ils vont nous faire des propositions, ils vont vous faire des propositions et ça sera l'occasion d'engager le débat avec vous. L'objectif, c'est de pouvoir faire déjà des actions concrètes en 2022 et d'étaler des actions sur les années futures, que ce soit 2023, 2024 et 2025, voire ultérieurement sur des actions à moyen terme. Donc, on va passer la parole donc, à Monsieur Mercier, donc, qui représente le cabinet Aegis et qui nous a accompagnés dans cette étude depuis pratiquement 9 mois. Donc, Monsieur Mercier, merci pour votre travail. Et puis, donc, on va vous laisser la parole pour que vous puissiez nous présenter quelles sont effectivement les mesures que vous préconisez pour améliorer le plan de circulation de la commune de Rabastens. Monsieur Mercier, je vous laisse. Oui, c'est bon. Donc, je suis assez heureux de vous retrouver en fait en cette fin de mission, puisque aujourd'hui, c'est une étape importante. On va rentrer vraiment dans le concret. On a vu à l'issue de cette concertation, voilà, qu'il y avait matière à phosphorer sur la commune, que tout n'était pas figé. On a vu qu'on avait un réseau qui était vieillissant, on a vu qu'il y avait des difficultés à circuler. Tout ça, c'est aussi traduit justement par cette concertation où vous avez pu faire remonter à la municipalité, grâce notamment à ce questionnaire, des choses assez vraiment intéressantes et qui, j'ai envie de dire, permettent d'illustrer aussi notre expertise qu'on a réalisée. Donc, alors c'était plutôt au printemps, ça s'est soldé au courant de l'été. Et ce questionnaire est très intéressant puisque on va pouvoir en voir quelques extraits intéressants de ce côté-là. Il y avait en gros 4 grands volets. C'était voilà, les conditions de circulation à l'intérieur de la ville, la question du stationnement, la question des déplacements à pied et puis la question des déplacements à vélo. Alors, je vais commencer par le négatif, c'est très clairement la circulation routière. Donc c'est un point qui soulève beaucoup d'insatisfaction. On est quasiment à 80% des gens qui déclarent être pas vraiment ou pas du tout satisfaits des conditions de circulation. Il y a aussi la question des déplacements à vélo. C'est le deuxième point négatif sur la commune.
qui ressort avec une majorité de personnes qui estiment que ces déplacements sont peu sécurisés, dangereux. Et à contrario, on a quand même 2 points positifs. Et j'ai envie de dire, on est un peu à un point de bascule. Il y a de la satisfaction quand même au regard des conditions de stationnement. C'est-à-dire qu'en gros, on est sur des usagers qui considèrent que stationner au centre-ville reste confortable, notamment au quotidien, mais qu'on est, on va dire, à un point de bascule. Et c'est vrai que lors de notre diagnostic, on l'avait dit, c'est que les conditions, petit à petit, au regard de l'urbanisation, des usages autour du centre-ville, deviennent de plus en plus tendues. Et enfin, il y a la question des déplacements à pied, et là, on voit également une certaine satisfaction. Alors cette satisfaction, il faut la voir à l'aune de 2 choses. D'abord, on considère en fait que dans ce résultat, ça traduit également le fait qu'on ait beaucoup d'équipements, de services, de proximité dans un périmètre qui est quand même assez restreint. Et le fait de pouvoir se déplacer dans le centre-ville à pied de façon, j'ai envie de dire, aisée en termes de distance et d'accéder du coup à un certain nombre de services, donne finalement ce mode une forme d'intérêt. Par contre, à contrario, et c'est ce qui ressort justement dans ces questionnaires, c'est la difficulté à pouvoir se déplacer à pied en termes d'aménagement. Donc 2 choses qui ressortent, c'est les trottoirs qui sont soit pas assez larges, ou soit pas abîmés ou pas de qualité, et les traversées piétonnes. Et là, ça soulève toute la question de la présence de la départementale en plein cœur de ville, et de la vitesse, et du coup des difficultés à traverser. Alors quand on vous a interrogé sur les attentes en termes d'aménagement, il y a plusieurs points qui sont ressortis. Le projet de passerelle, donc vraiment c'est la question des déplacements à pied, à vélo. Les aménagements cyclables, l'aménagement d'itinéraires de contournement du centre-ville, pour pouvoir mieux irriguer les quartiers, et des espaces publics mieux végétalisés, donc plus verdoyants, plus agréables. C'est vraiment le côté qualitatif. On voit qu'on est aujourd'hui sur des espaces publics qui sont beaucoup utilisés à la fois par la voiture, à la fois par les piétons, les vélos, etc. Ça rend beaucoup de services, puisque ça permet de se stationner, ça permet de déambuler, de pouvoir mettre le marché. Mais en même temps, ça pose des problèmes d'usage, et notamment de qualité d'environnement, de cadre de vie. Donc voilà ce qui était ressorti. À l'issue de nos réflexions, souvenez-vous, donc on avait proposé 3 scénarios possibles pour les déplacements à Rabastens. En gros, avec 2 grands paramètres. Le paramètre, j'ai envie de dire, des déplacements à l'intérieur de la ville, indépendamment des franchissements du Tarn, et puis le paramètre justement des déplacements entre Rabastens et Coufouleux. Ces 2 paramètres, ils se traduisent de 2 manières différentes. Pour Coufouleux, c'est assez simple. On a aujourd'hui un pont avec des difficultés de circulation, des congestions aux heures de pointe, avec la progression de la démographie, l'urbanisation. Évidemment, ce pont va être de plus en plus sollicité. Et évidemment, il n'y a que 2 alternatives. Soit vous créez un nouveau franchissement, que ce soit en voiture ou à vélo, ou soit vous faites plus de bouchons. Vous attendez de pouvoir passer une fois que, voilà, que la saturation passe. Donc nous, dans ces propositions, nous, on estime que ce n'est pas le choix à faire, évidemment, d'étaler les bouchons, mais plutôt d'essayer de viser soit un nouveau pont, et dans ce cas-là, plus de voitures dans Rabastens, ou alors d'essayer de faire du report modal, c'est-à-dire de choisir un autre mode, et notamment aux heures de pointe, que ce soit donc le vélo et la marche à pied, et ça c'est plutôt au travers de la passerelle. Mais indépendamment de ces déplacements entre Rabastens et Coufouleux, il y a évidemment les déplacements à l'intérieur de Rabastens. Il y a des gens qui se déplacent au quotidien sans jamais aller à Coufouleux, et pour cela, la stratégie elle est complètement différente. Il y en a en fait 2. Soit vous réalisez un maillage à l'intérieur de la ville qui permet de canaliser les flux en lien avec les quartiers depuis les entrées de ville. Donc l'idée c'est qu'ils passent plus systématiquement au centre-ville, et donc du coup d'essayer de soulager le réseau du cœur de ville et d'essayer de mailler et de faciliter l'accès au quartier depuis ces entrées de ville.
ou soit vous refaites les carrefours dans le centre-ville, vous faites des carrefours plus capacitaires, plus routiers, pour pouvoir écouler plus de flux dans le centre-ville. Donc nous, là-dessus, à la fin, avec l'issue des différents échanges, notre expertise, ce qui est remonté également de cette concertation, il y a un scénario qui est apparu plus favorable, c'est le scénario 2, c'est-à-dire un scénario avec une passerelle pour gérer les flux entre Rabastens et Coufouleux, et avec un réseau qu'on appelle interquartier, donc il s'agit de mailler l'intérieur des quartiers, de pouvoir aller chercher ces flux en lien avec ces quartiers directement depuis les entrées de ville. On a assorti, au regard de cette concertation, on a assorti à ce scénario 2 la possibilité, à plus long terme, de pouvoir réaliser, si le besoin s'avère, si on avait un jour besoin de ce pont, donc la possibilité de réaliser un pont, alors ça se traduit comment? Ça se traduit par, en gros, réserver des emprises foncières pour que si un jour on ait besoin de pouvoir le faire, on puisse bénéficier de ce foncier de façon rapide. Et non pas d'engager du coup des procédures qui peuvent être très longues. Donc ça, c'est plutôt à intégrer du coup dans des documents d'urbanisme. Mais ce n'est pas j'ai envie de dire, le point central de ce plan de déplacement. Le point central dans ce plan de déplacement, c'est un réseau interquartier pour gérer les flux à l'intérieur de Rabastens, et du coup de soulager le cœur de ville, donc de pas trop, j'ai envie de dire, impacter la vie locale en cœur de ville, essayer d'avoir, j'ai envie de dire, un meilleur partage de la voirie et des espaces publics, et côté Coufouleux, de plutôt parier sur l'usage d'autres modes pour pouvoir faciliter la traversée du Tarn à l'avenir. Alors, concrètement, comment ça se traduit sur cette carte? Vous avez ici, du coup, la traduction, j'ai envie de dire, un peu plus opérationnelle des différentes mesures que l'on propose. Donc, le fameux réseau interquartier multimodal, il apparaît ici en violet. Donc, c'est cette voie sur la partie nord qui passe donc, sur le chemin des Clarisses, qui emprunte une partie de la route de Sorse, qui passe au niveau du collège, qui se dirige vers le cimetière, redescend la rue de l'Enclos, et qui est, complété par un autre axe qui rejoint les écoles, avec l'avenue de la Croix-Blanche et le chemin de la Morolle. Donc ce réseau, il est en grande partie déjà constitué, en fait. Il y a déjà des morceaux qui existent. Et l'objectif, sur le court terme, c'est de pouvoir reprendre certaines emprises, certains réalignements pour pouvoir, dès que possible, aménager un deuxième sens quand on a du sens unique, ou alors pouvoir aménager des trottoirs ou des aménagements cyclables quand on a la possibilité. Donc ça, c'est du travail, évidemment, dans les documents d'urbanisme. C'est des choses qui se préparent pour pouvoir faire ça plutôt sur le moyen terme. Ensuite, on a un réseau à l'intérieur du cœur de ville qui est très clairement un réseau partagé. On ne va pas pouvoir faire des aménagements cyclables dans toutes les rues de Rabastens, puisque on sait les emprises étroites, on sait les difficultés à pouvoir aménager. Donc il faut plutôt créer les conditions d'un bon partage de cette voirie entre les piétons, les vélos et les voitures. Donc là, évidemment, on ne peut pas laisser le réseau tel qu'on le connaît, la départementale, dans cet état. On n'a aucune condition de sécurité. Des traversées, on le disait, qui ne sont pas sécurisées. Donc, il y a un travail à faire. Ce n'est pas juste laisser les voies comme ça, telles qu'elles sont. Ensuite, il y a forcément des carrefours, des carrefours stratégiques à réaménager. Ce sont les petits carrés bleus, qui vont traduire un peu cette hiérarchisation, cette organisation du réseau. Donc, on va comprendre qu'on va basculer sur un réseau partagé ou alors sur un réseau à 50 km/h. L'idée, notamment sur cette départementale, c'est clairement de passer de la route à la rue, qu'on comprenne bien qu'on n'est plus du tout en mode routier, mais en mode, là, on est en ville, et donc on partage l'espace, et on essaie d'adapter les aménagements à ces conditions, à ce contexte urbain. En parallèle, on le disait par rapport au stationnement, donc on est, on va dire, à un début de tension. On a aujourd'hui encore une certaine satisfaction à pouvoir se garer facilement
dans le centre-ville. Ça devient de plus en plus tendu. On le disait, il va falloir travailler aussi sur l'offre de stationnement en périphérie, donc pour la rendre plus attractive. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire accessible en voiture, évidemment, donc c'est aussi l'objectif de notre réseau interquartier. Et aussi, du coup, de travailler sur les liaisons à pied entre ces parkings et le centre-ville, pour que ça soit agréable. On prend l'exemple des parkings autour du collège. Aujourd'hui, on doit prendre la rue Gustave-Clausade, donc le débouché de la route de Stors. Les trottoirs sont vraiment de mauvaise qualité, ça ne donne pas envie de se garer loin, très clairement. Donc déjà, aujourd'hui, on a plutôt une facilité à se stationner au centre-ville, donc l'idée, c'est d'améliorer ces parkings de périphérie pour pouvoir soulager les tensions qui vont apparaître dans le temps. Au cœur de ce système, on a tout un réseau de vélos à faire. Alors le réseau cyclable, évidemment, il va falloir hiérarchiser les aménagements. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc nous, on a mis en place, on va dire, des priorités. Les priorités, c'est cette armature que l'on voit un peu apparaître donc en vert et en noir. Donc cette colonne vertébrale qui va être vraiment centrale dans le réseau cyclable. Alors la colonne vertébrale, elle part en gros de notre projet passerelle. Donc on a une vraie liaison entre la gare et le cœur de ville. Donc là, on aura moins de 500 mètres entre la gare et le centre-ville. C'est autant dire, c'est presque la gare dans le cœur de ville. Et ensuite, quand on sera au cœur du centre-ville, on aura 3 grandes branches. Une branche qui va vers le collège et les écoles Las Perras, qui est déjà en grande partie constituée, qu'il faut aménager pour sécuriser les déplacements sur cet axe-là. Et ensuite, on a 2 branches qui, en fait, sont la départementale, très clairement. Aujourd'hui, c'est là où on a le plus de trafic routier, donc c'est aussi là qu'on a le plus de besoin de déplacements à vélo ou à pied. Et donc là, on fera tout à l'heure aussi des propositions pour voir comment on peut réaménager cette départementale pour la rendre plus agréable. Viennent s'ajouter des pôles intermodaux. Donc les pôles intermodaux, c'est en gros d'avoir des offres de transport en commun bien identifiées. Donc par exemple, vous avez des arrêts de bus qui sont disséminés un peu partout dans la ville. On a du mal à identifier où ils sont. On a une aire de covoiturage. On a le passe-pont, des arrêts parfois différents. Donc l'idée, c'est de pouvoir regrouper à certains endroits des fonctions très utiles pour tout le monde, où on va pouvoir se garer pour covoiturer, se garer pour prendre le bus, garer son vélo pour pouvoir prendre le bus ou covoiturer. Enfin voilà, des choses intéressantes à mettre en lumière. Donc nous, on pense qu'il y a 3 sites à privilégier. Tout d'abord, il y a le centre-ville, où vous allez avoir au croisement de notre réseau cyclable les arrêts du centre-ville, et donc essayer d'avoir du stationnement pour les vélos, ça peut être très intéressant. Et ensuite, d'aller se travailler sur les entrées de ville. Donc d'avoir le parking de covoiturage près de la gendarmerie, ce serait pas mal d'avoir les arrêts de bus à côté, pour pouvoir, du coup, à la fois faire parking relais pour prendre le bus, ou alors voiture. Et avoir la même chose au nord, à côté, par exemple, du centre commercial, d'avoir un espace, pareil, dédié à ces mobilités. Et enfin, en termes de traitement des trottoirs, d'aménagement piéton, donc là, clairement, il faut qu'on mette surtout le paquet en dehors de notre réseau interquartier sur le cœur de ville. Donc c'est toute la zone en bleu où on va privilégier le traitement beaucoup plus fin, les trottoirs qui ne sont pas satisfaisants, et ça va être plutôt sur ce secteur-là qu'on va essayer de travailler ces cheminements à pied. Alors tout ça, ça ne va pas se faire tout de suite, ça va se faire dans le temps. Donc on a identifié 2 temporalités. La première temporalité, on l'a désignée comme le court terme, il s'agit de tous les travaux qui vont être engagés durant le mandat, donc en gros entre 2022 et 2026. Donc ces travaux c'est du très concret, on va vous les montrer tous, toutes ces propositions qu'on imagine réalisées à court terme et qui sont du coup faisables. Il s'agit également à court terme, on le disait tout à l'heure, d'avoir ces fameuses emprises réservées, donc de les inscrire dans les documents d'urbanisme, dans le TUIH, pour pouvoir préparer justement le moyen terme, c'est-à-dire les travaux qui seront engagés dans les prochains mandats, et donc on va dire à l'horizon 2030, 2040, etc., etc. Alors, à court terme, on a 6 propositions. Il y a donc ces points verts qui permettent de les localiser.
La première, c'est la mise à double sens de l'avenue de la Croix-Blanche. Donc, souvenez-vous, dans le diagnostic, on avait constaté qu'en termes de circulation dans le centre-ville, on avait de fortes dissymétries entre les sens en termes d'usage de la voirie. Donc, par exemple, quand vous étiez sur la promenade des Lys, vous avez à peu près 9000 véhicules par jour, donc c'est quand même des flux très importants. Sauf que ces 9000 véhicules, ils ne sont pas du tout répartis de façon symétrique, comme on constate habituellement. Par exemple, si vous allez sur le pont à Coufouleux, vous avez 3700 véhicules dans un sens, vous avez 3700 véhicules dans l'autre, c'est parfaitement symétrique. C'est tout à fait logique. En revanche, à partir du moment où vous avez des plans de circulation qui se complexifient, notamment avec des sens uniques, bah, vous vous retrouvez avec des sens plus forts que d'autres. Et là, dans ce centre-ville, on avait constaté, c'était vraiment un point très important, c'est que tous les véhicules sur la partie nord tournent dans un seul sens et fait qu'on arrive à des boucles qui vont donc jusqu'aux écoles sur la partie nord, on a des boucles au niveau du collège, et tous ces flux reviennent sur la place Saint-Michel. Et au final, on avait des difficultés à écouler les véhicules sur la place Saint-Michel, d'où les aménagements qui ont été réalisés pour pouvoir faciliter la sortie de la place Saint-Michel aux véhicules. Donc ça, si on ne faisait pas ces enquêtes, les enquêtes qu'on a réalisées, on ne pouvait pas savoir que ça venait de là. Donc du coup, ça a été vraiment, j'ai envie de dire, un angle d'action très fort pour pouvoir soulager le centre-ville, c'est-à-dire éviter que tous ces flux en lien avec cette partie nord des quartiers puissent se rabattre soit sur la route de Lille, soit sur la route de Savagnac, sans systématiquement passer par le centre-ville. Et il y a une opération qui est extrêmement, j'ai envie de dire, simple à réaliser, c'est de remettre cette avenue de la Croix-Blanche, l'axe qui permet d'aller jusqu'aux écoles, de le remettre à double sens pour pouvoir revenir sur ses pas, au lieu de faire la grande boucle avec le chemin de la Morolle, redescendre place Saint-Michel pour revenir par exemple sur la route de Lille. Voilà. Donc ça, c'est une première action. Ensuite, il y avait la priorité à droite sur le carrefour de la Halle. Donc on disait aujourd'hui, il y a des CD-passages qui ont été positionnés pour faciliter l'insertion des véhicules. Donc là, demain, on n'a plus besoin d'avoir une grande priorité pour cette sortie de la place Saint-Michel. Il faut en donner. Donc l'idée, c'est que les flux qui viennent de Lille doivent céder le passage. Mais en revanche, ceux qui viennent de Toulouse ont la priorité. Et ça, c'est important parce que ça permet de soulager le carrefour de la mairie, des remontées qui peuvent être, qui se forment avec ce carrefour et qui impactent du coup la fluidité du giratoire. En parallèle, comme on a du coup la priorité qui est laissée aux flux qui viennent de Toulouse, donc ils vont rouler plus rapidement sur les promenades, il faut donc apaiser les promenades et donc on va montrer des propositions pour pouvoir casser la vitesse sur cet axe-là pour éviter justement d'avoir de la vitesse excessive du fait de la modification de ce carrefour. Ensuite, il y a également un point qui était très pertinent, c'était le positionnement des arrêts de bus entre les deux carrefours. Donc il faut imaginer, ces deux carrefours, leur proximité fait que c'est quasiment un seul carrefour. Et quand on a les bus, plus les remontées de ceux qui cèdent le passage aux véhicules qui sortent de la place Saint-Michel, au final vous avez plein de véhicules qui remontent sur le giratoire et ce giratoire du coup ne s'écoule pas. Déjà qu'on a la problématique de l'alternat, donc vient de s'ajouter à ça. Donc l'idée c'est de lever cette problématique également en déplaçant ces arrêts de bus plus haut sur les promenades. Enfin, en parallèle, toujours dans le travail justement de ce plan de circulation au nord du centre-ville, on fait la proposition également pour conforter justement la diffusion des flux, d'inverser les sens de circulation de deux rues. La rue Gustave de Closade, donc aujourd'hui c'est une rue dans le sens sortant, quand on quitte le centre-ville. L'idée c'est d'en inverser le sens, donc de le faire entrant. Et en parallèle, du coup, vous avez la rue Élie-Emerick qui passe au niveau des médecins, donc c'est d'inverser également ce sens de circulation pour avoir finalement une boucle qui ne fait pas de tourne à gauche comme on a aujourd'hui. Tous les véhicules qui sortent de la place Saint-Michel tournent à gauche, mais plutôt d'avoir des tournes à droite, et du coup, c'est beaucoup plus simple en termes de mouvement. Donc ça apporte aussi également de la fluidité. Et enfin, donc c'est ce sixième point qu'on met immédiatement en œuvre, c'est de réserver ces fameuses emprises dans les documents d'urbanisme pour pouvoir
se donner la possibilité, à un horizon, je dirais, beaucoup plus lointain, de faire un nouveau pont sur le Tarn, donc sur la partie, on va dire, plus au nord du centre-bourg. Alors en détail, comment ça se visualise? Donc là, par exemple, sur l'avenue de la Croix-Blanche, vous avez des profils un peu en travers. Donc une coupe, à peu près, on est à peu près au milieu sur cet axe-là. Quand on se dirige vers les écoles, c'est la photo. Donc aujourd'hui, vous avez un sens de circulation à côté d'un trottoir et une bande cyclable très vieillissante qui apparaît quasiment plus. Donc l'idée, c'est de pouvoir recalibrer cette voirie pour pouvoir faire un croisement de véhicules. Donc le juste nécessaire, on est à peine 6 mètres de chaussée, et de reporter en fait la voie cyclable dans les deux sens du coup, de l'autre côté du talus, et d'avoir un itinéraire du coup piéton-vélo à l'écart de la circulation et jusqu'aux écoles, puisqu'on rejoindra du coup le petit chemin qui permet d'aller aux écoles. Autre proposition, donc le fameux la priorité à droite sur le carrefour de la Halle. Donc on disait voilà, l'idée c'est quand on arrive ici, donc on vient de l'Isle-sur-Tarn, c'est qu'on cédera le passage évidemment à ceux qui sortiront de la place, donc il y aura toujours cette priorité. En revanche, on donnera la priorité aux véhicules qui viendront de Toulouse. Donc l'idée, c'est de pouvoir mieux écouler ce flux qui vient de l'autre carrefour et du coup d'avoir, on va dire, un peu plus de fluidité à cet endroit-là. En parallèle, on propose d'apaiser la circulation sur les promenades. Donc on le disait, le risque, c'était d'avoir justement, en redonnant un peu de fluidité en sortie du carrefour giratoire, c'est qu'on ait de la vitesse le long de cet axe. Donc nous, on propose de créer un plateau traversant au niveau de la halle, donc qui permet à la fois du coup de faciliter les traversées piétonnes à cet endroit-là, qui seront très nombreuses, puisque vous avez tous ces commerces sur la place Saint-Michel qui basculent, enfin voilà, les usagers qui peuvent basculer de l'autre côté. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose à niveau et qui permet du coup de casser un peu la vitesse, notamment en entrée du carrefour. Donc cette fameuse priorité à droite puisse mieux fonctionner et d'éviter d'avoir de la vitesse. Ensuite, on parlait du déplacement des arrêts de bus. Donc là, on a une image aérienne où on voit toute la promenade des Lys avec tout à gauche le giratoire de la mairie et tout à droite, vous avez le virage avec le début de la rue Gustave de Clausade. Et au milieu, on a aujourd'hui donc les fameux arrêts de bus qui apparaissent ici en liseré gris et orange au niveau de la halle. Donc nous, on le propose de les déplacer plus au nord, au niveau quasiment du Prévert, juste avant le monument aux morts, et donc vraiment de les reculer de ce carrefour. Et du coup, on n'aura plus le stationnement des véhicules qui se ferait là. Et s'agissant du passe-pont, lui sera reporté du coup sur la place Saint-Michel. Ils seront plus également en stationnement sur la départementale. Donc on voit ce qui est intéressant dans ce positionnement, c'est qu'on vient à la croisée de notre fameux réseau vélo, donc avec l'accès à la passerelle qui se fait quasiment à cet endroit-là, au croisement, là, avec le bar de la Renaissance, et puis la jonction qui permet d'aller à la fois vers les écoles et puis le long des promenades. Ensuite, donc, il y a le fameux changement de sens de circulation de la rue Gustave de Clausade, et avec du coup la nécessité d'inverser également la rue Élie Emmerich. Donc là, voilà, l'idée, c'est toujours pareil, c'est d'essayer de casser ces fameuses boucles qui tournent toutes dans le même sens, et de faciliter plutôt des mouvements de tourne à droite. Donc aujourd'hui, quand vous voulez revenir sur la route de Lille, vous arrivez donc toujours sur cette place Saint-Michel, vous tournez à gauche. Donc c'est un mouvement, on le sait, qui est très pénalisant. Donc là, dans cette situation, ça permet à ceux qui viennent de la route de Sors d'avoir immédiatement des places de stationnement, pour ce qui reste, puisque déjà on aura donc des places qui seront occupées par les résidents, donc les places restantes on pourra les utiliser également. Et ensuite, quand on arrivera du coup sur les promenades, on aura la possibilité de se réinsérer sur la départementale. Et quand on voudra faire le tour, on tournera juste à droite et non plus à gauche. Et ça permettra de revenir via la rue Élie Emmerich
sur le secteur du collège. Et donc enfin, les fameuses emprises réservées. Donc au-delà du, j'ai envie de dire, du pont, donc il faudra forcément ultérieurement imaginer à faire des études si vraiment il s'avérait intéressant à mettre en place. Donc ça veut dire essayer de réserver les emprises dans les documents d'urbanisme. Et plus important que ça, c'est aussi notre fameux réseau interquartier. Donc il est en grande partie, on le disait, existant. Il y a certaines sections, certains tronçons qui sont aujourd'hui étroits, qui ne permettent pas d'avoir des doubles sens, qui ne permettent pas d'avoir des trottoirs ou des aménagements cyclables. Donc tout ça, ça se prépare également. Donc sur ces axes qui sont ici identifiés en violet, donc il y a la priorité, c'est la mise à double sens du chemin de la Morolle, qui aujourd'hui donc est un chemin qui ne permet pas le croisement des véhicules. Il faut sécuriser les vélos. Si demain il y a de l'urbanisation autour de cet axe, il faut pouvoir l'accepter de façon satisfaisante et de façon sécurisée. On a également l'insertion des modes actifs dès que ça va être possible. Donc tout ça, ça se prépare. Ça, on ne peut pas le déclencher les choses immédiatement. Il faut les inscrire dans des emplacements réservés dans le cadre du PLU. Voilà concernant les actions à court terme. C'est vraiment des opérations qui vont, on aura des échanges ensemble après la présentation sur la manière dont on va mettre en œuvre ces opérations. Donc là, je vais vous proposer voilà, quelques actions à moyen terme. On en a plusieurs, je vais décrire que celles qui sont en vert. Donc en gros, on a plusieurs points. Il y a la sécurisation des axes avec en priorité pour nous à sécuriser la départementale, la rue Gustave de Clausade et la rue Élie-Imrich, qui sont vraiment trois axes qui nous semblent importants, parce qu'il y a vraiment de nombreux usages, que ce soit pour j'ai envie de dire les équipements, donc il y a les médecins, et les cabinets, il y a le collège, donc il y a des déplacements à pied, à vélo, etc. Donc c'est des emplacements importants. Et puis c'est départemental, parce que c'est le lieu de transit, et qu'il faut à tout prix apaiser la circulation. En parallèle, donc, il y a forcément l'aménagement de ce réseau interquartier. Je ne détaillerai pas ici ce qu'on y fera. Ça dépendra évidemment des emprises et des opportunités foncières qu'on pourra avoir à plus long terme. Le projet passerelle, d'un côté, et puis on fera aussi un focus sur l'aménagement de ce réseau vélo. Je pense que c'est important qu'on puisse voir de quelle manière ça peut se traduire concrètement, des aménagements cyclables dans une ville où on a du mal à pouvoir faire des aménagements de bonne qualité. Et enfin, donc, il y a d'autres points, l'aménagement du réseau mode actif secondaire. Donc voilà, on structure les déplacements à vélo. Donc il y a d'abord le premier niveau qui nous semble prioritaire, et puis ensuite il y aura le second niveau, donc à aménager dans le temps. Et puis les fameux pôles intermodaux, dont on en a vu une partie, notamment celui du centre-ville. Donc tout d'abord, je vais vous montrer ce qu'on peut réaliser sur la départementale. Alors la départementale, il y a vraiment deux profils. Vous avez le profil très large, assez routier, qui est les entrées de ville. Donc vous avez ici sur cette photo là-haut, vous êtes à peu près au niveau du chemin des Clarisses, donc vous arrivez vers la coopérative, on est en direction de Lille. Donc aujourd'hui vous avez des zones, où les vélos peuvent l'utiliser, on peut se stationner, c'est une zone un peu à tout faire. Et puis, on va dire une plateforme départementale qui est quand même assez large. Nous, ce qu'on propose, c'est de réaliser une voie verte, une piste cyclable avec les piétons, d'un côté de la départementale. Et pour cela, on a pris l'exemple ici sur Marsac, si vous connaissez. En gros, vous avez à peu près la même emprise en termes de profil. On décale légèrement la départementale, on la réduit en termes de largeur. Donc on prend le strict minimum, mais ce qui permet quand même d'avoir les contraintes de poids lourds, les contraintes de convoi exceptionnels. Et on sépare physiquement la partie, on va dire pour les vélos et les piétons, de la voie de circulation. Donc ce type de profil, vous pouvez l'avoir sur toute la partie nord de la route de Lille, donc en gros entre le chemin des Clarisses jusqu'au centre commercial, et de l'autre en allant vers Toulouse, après le carrefour avec la route de Grazac, et puis la sortie de Lille. Ensuite, vous avez le deuxième profil de la départementale, c'est le profil urbain, contraint, où vous avez peu d'espace, et il va falloir essayer de
trouver des aménagements qui permettent de partager la voirie entre les vélos, les piétons et avec les voitures. Donc là, on est sur l'avenue de l'Ermitage, donc on est quasiment au niveau de la boulangerie, toujours en direction de Lille. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de resserrer en fait l'espace de la voirie légèrement, un tout petit peu les places de stationnement, mais pas trop quand même, et surtout de pouvoir élargir le trottoir le côté gauche quand on va vers Lille, pour pouvoir du coup avoir plus d'espace pour pouvoir marcher et puis prendre un peu de recul par rapport à la circulation le long des bâtiments. Et on a pris un exemple, c'est celui de Saint-Nofari. Donc Saint-Nofari, c'est entre Alpi et Montauban, donc c'est un axe qui est très circulé. Et voilà typiquement le genre d'aménagement qu'on peut réaliser, malgré tout sur un axe qui ici est très parcouru. On est quasiment à 800 poids lourds par jour. Donc sur Rabastens, c'est 100 poids lourds sur la départementale. Donc voilà quel type d'aménagement on peut viser. Ensuite, ici, on est sur la rue Gustave de Clausade. Alors, la rue Gustave de Clausade, vous avez globalement sur on va dire la majeure partie de l'axe, en gros, un trottoir plus qu'étroit, une voie de stationnement, une voie de circulation qui est très souvent très large et qui fait qu'on a de la vitesse sur cette rue. Et ensuite, à nouveau, un petit trottoir qui, lui, pour le coup, est aussi, extrêmement étroit. Et ensuite, il y a une partie plus étroite qu'il faut pouvoir traiter différemment. Donc à chaque fois, nous, ce qu'on propose sur cette rue, donc il va y avoir l'inversion du sens de circulation, donc le stationnement va se retrouver dans le bon sens déjà, et on privilégie d'avoir un seul trottoir vraiment accessible, vraiment confortable, parce qu'on ne va pas pouvoir faire des deux côtés, sauf à supprimer le stationnement. Donc on privilégie plutôt le trottoir qui est donc à gauche aujourd'hui quand on circule, qui sera à droite avec l'inversion de sens de circulation. Et sur la partie la plus étroite, c'est environ une trentaine de mètres, on ne va pas pouvoir faire un trottoir et à la fois conserver le stationnement. Donc il va falloir forcément faire quelques efforts en termes de stationnement et donc de réduire à cet endroit-là le stationnement, le supprimer. Donc ça fait 5-6 places pour pouvoir avoir un trottoir qui permette de cheminer de façon confortable. Ensuite, la parallèle, c'est la rue Élie Limerick. Donc cette rue Élie Limerick, c'est un bon exemple parce que là, typiquement, d'avoir justement cette segmentation des flux, c'est très compliqué quand on n'a pas d'espace. Donc là, on va essayer de trouver plutôt un aménagement où on va avoir tout le monde sur la chaussée. Donc l'idée, c'est de supprimer les trottoirs et d'être plutôt dans un espace type zone de rencontre où la voiture va partager la voirie avec les vélos et puis les piétons. Donc avec un traitement qui permet en gros d'apaiser les flux. Ce qui est intéressant sur cet axe-là, c'est qu'on n'a pas de stationnement. Donc on va pouvoir travailler un petit peu aussi en mettant peut-être de la végétation pour pouvoir faire des itinéraires pour les voitures qui soient moins linéaires. Là-dessus, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir aussi de travailler avec les riverains pour voir un peu quelle rue ils veulent avoir. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'assez apaisé pour pouvoir, en gros, ne pas se retrouver quand on marche dans cette rue juste sur un trottoir de 40 cm quand une voiture passe. Et donc, on facilite également l'aménagement du débouché de cette rue. Aujourd'hui, on sait que quand on descend du collège, le débouché est assez dangereux parce qu'on voit clairement le véhicule au dernier moment. Donc là, pour le coup, en inversant le sens de circulation, on a une meilleure visibilité de ce qui arrive. Et donc, on propose ici un traitement d'insertion dans cette rue au niveau de la place Saint-Michel. Et bien, je crois que j'ai terminé sur les propositions qu'on peut proposer sur le moyen terme. Et donc du coup, je vais laisser la parole vous laisser la parole et essayer de répondre à vos questions, à vos suggestions pour alimenter encore ce plan de déplacement. Il y a des propositions qu'on peut rajouter et donc échanger ensemble. Voilà.
pour le micro. Léla. Oui, bonsoir à tous. Et merci à vous pour ce travail et cette présentation particulièrement claire. J'ai deux petites questions. Vous avez beaucoup parlé des aménagements sur la partie nord. Bon, après, c'est un truc un peu perso. J'imagine que la rue des Cordeliers, la petite zone, il y a des aménagements qui sont prévus de type interne, là, comme vous avez présenté à la fin. Vous ne l'avez pas évoqué, j'espère que c'est dedans. C'est une zone qui mérite d'être traitée en termes de sécurité, ce qui vient à ma deuxième question. En termes de priorisation, donc on voit bien qu'il faut prioriser, qu'il y a des choses qui vont être faites durant ce mandat, d'autres qui sont portées plus tard. Je suis un peu étonné. La partie sécurité, c'est plus tard. Voilà, pour moi, c'est un peu, ça m'embête un peu. Voilà, la sécurité, c'est demain, c'est nos enfants, c'est demain les accidents. Là-dessus, effectivement, on aurait envie de déployer tous ces aménagements de sécurité sur le court terme, c'est évident. Nous, ce qu'on propose en termes de stratégie, c'est effectivement de se concentrer sur le court terme, sur cette fameuse promenade des Lys, donc avec ce plateau. Évidemment, on aurait envie de traiter tout l'axe, ça c'est évident. Il y aura peut-être des opportunités qui permettront d'accélérer les choses, et notamment parce que c'est départemental, elles sont aussi, à travailler avec le conseil départemental. Donc c'est lui le gestionnaire, c'est l'exploitant de la voirie. Et donc pour nous, enclencher des travaux sans, quand on a un partenaire dans la boucle, c'est plus long, voilà, tout simplement. Ensuite, en termes d'aménagement, évidemment, c'est que quand on traite de la sécurité, soit on fait des petites opérations ponctuelles et qu'on vient détruire plus tard, ou soit on se dit on refait la rue et on y va, on sécurise, quoi. Et effectivement, là, dans notre plan, on fait plutôt ce pari-là, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire les choses en deux temps. On a il y a des problématiques de financement, évidemment. Et puis, le fait que si on fait des opérations tout de suite, c'est-à-dire qu'on ait aussi un budget, et que derrière, on sait que ce budget, il servira plus, il sera détruit, entre guillemets, puisqu'on va devoir refaire les aménagements. Donc il faut mieux avoir en fait une stratégie pluriannuelle d'investissement, c'est-à-dire prévoir sur le long terme. Le long terme, ça ne veut pas forcément dire dans 10 ans ou 15 ans. C'est se dire que il faut trouver les budgets sur 4-5 ans pour pouvoir faire ces aménagements. C'est vrai une question de priorité, hein, évidemment, c'est évident. Et on voit que certaines priorités sont ici posées parce qu'ils vont apporter, on va dire, un confort au plus grand nombre immédiatement. Voilà, Je rajouterai quelque chose, c'est que le projet tel qu'il a été réalisé... Oui, bonsoir. Je rajouterai quelque chose, c'est que l'ensemble du projet tel que nous l'avons pensé, tel que nous l'avons réfléchi, tel qu'il a été construit par le cabinet légiste, est basé sur la sécurité. Notre problème, c'est de sécuriser l'ensemble de la ville. Alors, effectivement, il y a peut-être des secteurs qui seront un petit peu, pas oubliés, mais qui seront un petit peu retardés, parce qu'on ne va pas tout faire en même temps. Mais il faut comprendre que fondamentalement, nous sommes sur la réflexion de la sécurité. On ne peut pas écarter les véhicules, ça c'est pas possible, mais on est obligé de sécuriser tout le monde. Et c'est notre réflexion. Ça a été notre réflexion. Une question ? Bonsoir. Je me pose la question, vous avez dit que le passe-pont, l'arrêt serait derrière la halle. Pourquoi les lignes de bus, il n'est pas possible de faire la même dépose pour éviter que les bus s'arrêtent en fait pendant qu'il y a le plus gros de la circulation? Il y a deux choses.
deux choses là-dessus. Alors, on est sur deux gestionnaires. Le réseau, on va dire, de cars, lui, il va rester sur la départementale. Donc, eux, on va aménager les arrêts sur la départementale. En revanche, le Passepont, aujourd'hui, il a besoin de partir vers la place Saint-Michel. On peut imaginer du coup qu'il faut déplacer les arrêts, ça c'est évident, mais on peut aussi imaginer qu'il y ait une modification d'itinéraire, et notamment dans la perspective de remettre la croix blanche à double sens, peut-être qu'il y aura des réflexions au niveau de ces lignes pour pouvoir reconfigurer la ligne. Mais là, pour le moment, on en est au tout début des réflexions. Il y a un point aussi par rapport à tout ça, c'est vraiment qu'on a mis sur la table un certain nombre de réflexions qui n'ont jamais émergé jusqu'à présent. Donc on en est au tout début. Il y a des endroits qui sont stratégiques, par exemple la zone du collège, tout l'aménagement du parking, la zone des arrêts de car, on a des aires de jeu en face. Tout ça n'est pas, j'ai envie de dire, satisfaisant. Et on sait par exemple qu'à ce endroit-là, on va avoir notre réseau interquartier, on va avoir nos parkings. Donc il y a toute une réflexion à approfondir et qui, pour le moment, n'est qu'au balbutiement. Donc voilà, il y a aussi ce timing-là, c'est-à-dire il faut qu'on se donne le temps de réfléchir à avoir des aménagements satisfaisants. Ce que là on a proposé, c'est en fait du bon sens, des choses qui peuvent se faire vite et qui peuvent être budgétées rapidement pour pouvoir être mis en œuvre le plus rapidement possible. Oui, vous parlez des arrêts de bus, des déplacés. Ils s'arrêteront toujours sur la nationale ou il y aura des créneaux de parking? Parce que s'ils s'arrêtent sur la nationale, c'est même pas la peine que vous les déplacez, c'est pareil. Je vous l'avais dit la dernière fois là, j'avais posé la question. Oui, alors c'est là déplacés et ils seront sur la nationale. Pourquoi? Parce que c'est la loi. La loi, en fait, elle l'oblige en urbain, donc dans les agglomérations, à ne plus avoir les arrêts de bus en encoche. Donc c'est-à-dire où le bus vient se garer dans une encoche, un peu comme il vient se garer, puis après il remet le clignotant pour pouvoir repartir. Il ne peut le faire uniquement maintenant en interurbain. Alors pourquoi cette loi existe? Tout simplement parce que quand les usagers descendent du bus, le risque c'est que s'il n'est pas protégé par le bus, en fait, les voitures peuvent, j'ai envie de dire, surgir sans visibilité. Et ensuite, il y a un deuxième point, c'est l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Quand le bus se gare dans une encoche, en gros, il n'est jamais à côté du trottoir. Et donc, quand vous voulez faire monter une personne à mobilité réduite dans le bus, vous vous retrouvez finalement avec 1 mètre de trou entre le bus et la bordure du trottoir. Donc aujourd'hui, pour aménager un arrêt de bus, il faut forcément qu'il soit, on dit, un arrêt en ligne. Donc là, concrètement, comment ça va se traduire? Sur les promenades, côté promenade, il sera dans l'alignement du trottoir. Le bus s'arrêtera. On est suffisamment éloigné du carrefour le carrefour de la mairie. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est d'éloigner l'arrêt de bus du carrefour de la mairie. Et dans l'autre sens, il va falloir créer un quai sur une partie des places de stationnement existantes pour pouvoir approcher la voirie. Voilà. Donc voilà, vous ne trouverez plus ce type d'arrêt maintenant dans les villes en France. L'amélioration viendra du fait qu'en avançant, en déplaçant les arrêts de bus, on aura davantage de place derrière pour stocker les véhicules qui seront à l'arrêt. Et là, actuellement, tous les véhicules sont stockés à l'endroit le plus terrible de Ravenstin en termes de circulation, c'est-à-dire tout autour de la halle. Donc on a des véhicules qui reviennent même jusqu'au rond-point, qui arrivent jusqu'au rond-point du Café des Progrès. Donc en déplaçant, en l'avançant, on a davantage de réserves pour stocker les véhicules. Après, il faudra faire avec, bien sûr, parce qu'on ne va pas changer les murs. De toute façon, on le voit bien, l'arrêt qui est devant la mairie. Quand il y a un bus qui s'arrête devant la mairie, automatiquement, les véhicules remontent sur le carrefour de la mairie et remontent sur la rue de Sibérie. Et donc, ça bloque la circulation. Là, si on le met beaucoup plus loin,
eh ben, les véhicules vont pouvoir se stocker au fur et à mesure et donc sans remonter sur le carrefour de la mairie. L'objectif, c'est effectivement de fluidifier le carrefour de la mairie, notamment. Une autre personne veut poser une question? Est-ce que vous m'entendez là? Oui, normalement c'est là. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette passerelle? Parce que vous n'en avez pas parlé ni à court ni à moyen terme. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Alors, je vais en parler. Donc, le projet de passerelle, effectivement, est en cours. L'étude a été faite par le cabinet Engerop. Engerop, c'est un cabinet qui, aujourd'hui, est en train de travailler sur 2 passerelles sur Toulouse, sur l'île du Ramier, où il y a 2 passerelles qui vont rejoindre les 2 rives. Donc, c'est un cabinet qui est dans, je dirais, l'opérationnel, ce qui nous permet d'avoir effectivement un chiffrage, je dirais, réaliste par rapport à ce type de projet. Donc on a fait des demandes complémentaires pour affiner le prix de la passerelle, qui aujourd'hui, je dirais, en TTC, ça va entre 6 et 10 millions d'euros. Donc ça, il faut avoir une réflexion par rapport à ça, mais cette réflexion se fait aussi par rapport aux subventions que l'on peut obtenir sur la passerelle, et donc les appels à projets dans lesquels les 2 mairies, Rabastens et Coufouleux, peuvent s'engager pour avoir les subventions. Il y a aussi des discussions avec les architectes des bâtiments de France, parce que on est dans une zone SPR, donc c'est peut-être aussi des contraintes. Il y a aussi la mise en place, pour pouvoir répondre aux appels à projets, de plans vélo de part et d'autre du Tarn, côté Coufouleux, côté Rabastens. Donc ça, c'est des choses qui doivent être mis en place. On discute aussi aujourd'hui avec le département pour savoir quelles sont les possibilités, qu'on nous dise réellement quelles sont les possibilités d'améliorer la circulation douce sur le pont actuel, par exemple pour les piétons. Donc c'est un projet qui est toujours, si vous voulez, en instance, qui est toujours en instance, et donc qui nous permettra d'avoir des réponses. Peut-être que c'est un projet qui ne se fera peut-être pas à court terme, mais qui se fera à plus long terme. Donc ce n'est pas un projet du tout qui est abandonné ou quoi que ce soit, qui est toujours en cours, parce que ce sont des sujets qui sont relativement longs, et il ne faut pas, je dirais, se planter sur ce type de projet. Je rappelle que la passerelle à Albi, c'était un projet qui partait à 4 millions d'euros. Aujourd'hui, ils sont à 12 millions d'euros. Donc, c'est aussi ça, c'est-à-dire que quand on se lance dans un projet, il faut que l'on soit sûr, je dirais, de l'aboutissement de ce projet, donc en termes de subventions, en termes d'autofinancement. Et donc, voilà, donc c'est quelque chose qui est en cours. Et on verra ce que l'on pourra faire de ce côté-là, mais ce n'est pas parce qu'on ne fera pas la passerelle à court terme qu'elle ne sera pas faite dans un temps plus long. Quelqu'un veut poser une question? Oui, bonsoir. Je voulais vous poser la question par rapport aux zones qui seraient réservées pour les parkings plus extérieurs. Est-ce qu'il y a eu une étude à ce sujet pour avoir une idée donc, des emplacements possibles? Merci.
Donc non, au début des réflexions, donc il n'y a pas d'analyse plus approfondie. De toute manière, il n'y a pas 20 000 solutions. Il y a effectivement deux zones qui nous intéressent plus particulièrement, et on le disait, on en a mentionné une tout à l'heure, c'est la zone du collège. Donc il y a ici un espace qui est très intéressant parce qu'on est, on va dire, à une distance intéressante, pas trop éloignée du centre-ville, donc qui nous semble importante d'exploiter, et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'y passer. C'est pas uniquement une réflexion de parking, c'est aussi une réflexion de gestion des collégiens, des gares scolaires, etc. Donc, et puis il y a notre fameux axe vélo qui passe aussi par là, donc il y a beaucoup de choses à imaginer. Ensuite, il y a l'autre zone, c'est autour du stade existant, autour du moulin à vent, où là, effectivement, on est pareil, on est sur une zone qui est intéressante à développer en termes de stationnement, mais on voit qu'on est qu'au tout début des réflexions. On est de l'ordre du projet urbain, et là-dessus, évidemment, il y a encore aussi à réfléchir, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire à cet endroit-là, quel devenir pour le stade, etc. etc. Donc, pour nous, en termes de stationnement, c'est vraiment ces deux zones-là qu'il faut travailler, on va dire, de façon prioritaire. Et ensuite, il y a un deuxième volet par rapport au stationnement, c'est identifier des parcelles. Voilà, pareil, toujours en emprise réservée, tout simplement, qui nous permettrait d'activer de l'offre de stationnement en cas de besoin. Et ça, évidemment, ça se prépare aujourd'hui. Donc on sait que c'est très contraint en termes d'emprise. On n'a pas 20 000 solutions opérationnelles, soit à détruire des bâtiments. Donc pour nous, l'objectif en termes de plan de déplacement, c'est vraiment se concentrer sur ces deux secteurs où on peut avoir des marges de manœuvre assez rapidement. Voilà. Et vers le cimetière, il n'y a pas une zone possible? Le cimetière, ça nous paraît un peu éloigné. Ouais, ça nous paraît un peu éloigné. On doit évidemment, il y a le traitement de la route de Salvagnac, on peut aménager, améliorer les déplacements sur les trottoirs, évidemment, mais ça nous paraît un peu éloigné. Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé de la passerelle, vous avez indiqué un chiffrage entre 6 et 8 millions. On a entendu donc, ces chiffres au travers on les a lus au travers d'un article. Je ne sais pas s'ils sont confirmés, vous ne l'avez pas indiqué. En tout état de cause, si on fait une projection rapide en prenant la fourchette basse, 6 millions d'euros avec 80% de subventions, ça fait un reste à charge de 1,2 million pour les deux communes. C'est-à-dire si on le divise en faisant 2 tiers, 1 tiers, ça fait 800 000 pour Arastens et 400 000 pour Coufouleux. Or, vous avez déclaré lors d'un conseil municipal il y a quelques mois que la limite que vous donniez pour la construction de cette passerelle, c'était 400 000 euros. Donc en tout état de cause, si ces chiffres sont confirmés, vous serez dans une situation difficile. Donc il serait urgent que vous puissiez vous renseigner de manière précise sur le chiffrage, parce que je m'étonne de ces augmentations de coûts. Alors, effectivement, si on obtient 80% de subvention, chaque million d'euros, c'est... Alors, excusez-moi. Il faut couper le... Alors, chaque million d'euros coûterait à la commune, si on a 80% de subvention, 100 000 euros. Parce qu'il y a un partage 50-50 entre les deux communes. Il n'y a pas 2 tiers, 1 tiers. C'est sur ce projet de passerelle, c'est du 50-50 entre la commune de Coufouleux et la commune de Rabastens. De toutes les manières, l'étude continue. On va avoir, d'ailleurs, je m'étonne, on a dû diffuser l'étude à l'ensemble du conseil municipal, la dernière étude d'Ingérop que l'on a reçue.
Donc je pense que cette étude-là précise de manière très claire les trois possibilités architecturales de la passerelle avec les prix qui sont donnés. Donc on a posé un certain nombre de questions au cabinet Ingérop pour justement avoir des éléments complémentaires en fonction, par exemple, de la largeur de la passerelle, puisque une largeur de 4 mètres ou de 2,50 mètres, c'est pas le même coût. Donc il y a des éléments que l'on attend aujourd'hui par rapport à ça. On n'est pas, d'autre part, on n'est pas forcément pressé dans la mesure où, pour avoir des subventions, on a des appels à projets qui évoluent de mois en mois. Donc en fonction de l'appel à projet, on peut avoir plus ou moins de subventions. Donc il y a tout le volet subvention qu'il va falloir aussi travailler sur ce sujet-là. Donc on verra les semaines et les mois qui viennent nous permettront de connaître, de savoir quelle est notre marge de manœuvre par rapport à ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un projet qui était évalué à 2,8 millions. Aujourd'hui, il est évalué à entre 6 et 8 millions. Alors pourquoi? Parce que c'est la hausse des matières premières, parce que aussi, dans les études, n'avait pas été prise en compte l'ingénierie nécessaire pour mettre en place la passerelle. Il n'y a pas uniquement à construire la passerelle, il y a comment on positionne cette passerelle au-dessus du tarn. Donc voilà, donc il y avait toute une réflexion qui n'avait pas été faite avant, qui aujourd'hui est en train d'être, des incertitudes qui sont en train d'être levées. Alors, ce que je voulais dire aussi d'une manière générale par rapport à ce plan d'action, il y a des actions que nous allons mener dès 2022. Nous allons réunir assez rapidement la commission de mobilité pour justement travailler sur qu'est-ce qu'on va programmer dans les mois et dans les années à venir. Donc là, ce sont des propositions qui sont faites par le cabinet Egis par rapport à ça. Il y a aussi derrière une réflexion qui sera notre réflexion, qui sera la réflexion du conseil municipal pour savoir comment les choses vont se dérouler dans les années à venir. Et quand on parle de bus, eh ben, il faut travailler avec la région. Quand on parle de départemental, travailler avec le département. Et donc ce sont des acteurs qu'il va falloir intégrer, et un certain nombre de mesures qui seront prises ne pourront être prises qu'avec le département. Par exemple, quand on prend ce qui a été fait à Marsac, avec une voie cyclable quand on vient d'Albi sur le côté droit, eh ben, il a fallu du temps parce que le département est l'acteur principal dans cette mise à niveau des routes. Donc voilà. Donc il y a tout un environnement qui est compliqué, qui est à mettre en œuvre. Ce que l'on souhaite faire, c'est cette année, donc 2022, c'est la mise à double sens de la Croix-Blanche et le carrefour, traiter le carrefour de la halle avec les priorités à droite, voire éventuellement le déplacement des bus. Pourquoi ça? Parce que ce sont des mesures qui doivent permettre de diminuer l'intensité des flux au centre-ville. Et ça, c'est aujourd'hui, on a 9000 véhicules qui passent devant la halle. Le fait de diminuer, je dirais, ce flux-là, permettra de fluidifier aux heures de pointe la circulation dans Rabastens, c'est-à-dire 8-9 heures et puis 18-19 heures, où effectivement, c'est là où il y a des embouteillages. Donc voilà, donc c'est pour ça que
Et on mesurera, c'est les premières mesures qu'on va mettre en œuvre, on verra quel va être le résultat de ces mesures. Voilà. Donc, et après, progressivement, je dirais, on mettra en œuvre, dans les années à venir, un certain nombre de mesures. Donc ça dépend de notre capacité, je dirais, de financement, d'autofinancement, puisque sur ce type de projet, il y a peu de subventions, tout ce qui concerne la route, il y a peu de subventions. En revanche, il peut y avoir des subventions sur tout ce qui sont les mobilités douces. Donc, et ça, c'est des réflexions qu'on va mener, je dirais, au fur et à mesure. Mais on souhaite, tous les ans, prendre des mesures pour faciliter la circulation et la mobilité au sein de Rabastens. Et la sécurité. Non, mais j'ai oublié tout le temps. Non, quand on parle, ça fait partie quand on parle de la mobilité. Tout le temps dans vos discours, et dans vos priorités, c'est tout. Notre réflexion de base est basée sur la sécurité. Sinon, on le laisserait comme ça. Mais non, mais ça paraît évident. La mobilité douce, c'est aussi amener de la sécurité. La passerelle, c'est la sécurité pour les piétons et les cyclistes. Mais vous me dites dans vos mots, moi c'est le coup là-dessus. C'est votre point. Oui. C'est respectable. La passerelle à 2,50 m. Non. 2,50 m. 2,50 m à 60 mètres de haut, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de monde qui l'emprunte. Hein. À part que... Comment? Elle ne fera jamais 60 mètres. Non, mais par rapport à l'eau. Par rapport à l'eau, elle ne fera jamais. On n'est pas à 20 mètres près, hein, mais à 40 mètres, je suis sûr. Ah, on ne la prendra pas, elle a intérêt à être belle, sinon c'est de l'argent mis dans le table. Parce qu'on ne l'empruntera pas à 2,50 m, c'est pas possible. Tu forces le trait là. 60 mètres de haut, c'est complètement farfelu. Je m'excuse, mais on avait rencontré un ingénieur et puis était Jean-Paul. On avait rencontré ça fait des années que je suis. On parlait de 3 mètres et quelques, et il nous a dit méfiez-vous parce que les gens vont se tétaniser au milieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi non, je marcherai sur un fil. Mais il y a des gens qui ne sont pas capables de l'emprunter. Et en principe, c'est des gens... La force de... Moi, j'aurais pas peur. La fonction crée l'organe et inversement. Mais je suis sûr qu'il y a des personnes... C'est pas pour moi, hein. Non, mais 60 mètres de haut, tu es dans l'outrance, là. Parce que si on regarde le plan d'eau par rapport à la berge, il y a à peine 20 mètres. 20 mètres d'un côté et 15 mètres de côté Coufouleux. Et on va pas mettre la passerelle plus haute que les rives. Donc, ne tombe pas dans une outrance pareille. Ils sont en train de faire deux passerelles, dont a parlé M. le maire tout à l'heure, sur l'île du Ramier à Toulouse, deux passerelles comparables, puisqu'il y en a une qui fait 150 mètres, l'autre 162 mètres en longueur. Elles sont beaucoup plus hautes, placées beaucoup plus hautes du fait de la digue qui existe sur la rive gauche de la Garonne, et ça n'est pas aussi haut que ça. Les passerelles qui sont faites à Toulouse, elles vont démarrer avec Vinci et Engirope comme meneur de projet. Elles font 5 mètres de large. Et elles sont à 10 millions chacune. 2,50 m, c'est le minimum de ce qu'on peut faire pour que des cyclistes puissent se croiser et même croiser les piétons.
On continue à travailler là-dessus. Et c'est un fil rouge qui dure maintenant depuis l'idée qui a été lancée, depuis près de 15 ans. On peut souhaiter que ce ne sera pas comme le pont qui existe aujourd'hui, que M. Berenguer a attendu pendant 50 ans. Oui, la question, conseil d'aller voir. Je ne sais pas si à Agen, vous avez une passerelle qui a été faite justement par un Jérôme qui passe au-dessus de la Garonne et qui fait 2,50 m. Je vous engage à aller voir cette passerelle. Oui. Oui, bonsoir, merci pour les propositions de ce soir. On n'a pas parlé de comment les piétons se déplaçaient, et il me semble important peut-être à court terme, de proposer des nouveaux passages piétons, des élargissements, notamment au niveau du giratoire et du passage vers Coufouleux. Il y a déjà des passages cloutés qui existent, mais qui sont un peu invisibles et qui fluidifient pas la circulation et qui sécurisent pas les piétons. Donc est-ce qu'à court terme, il y a des choses prévues pour ça? Là-dessus, évidemment, oui, c'est toute une réflexion à avoir sur l'ensemble des promenades. Et notamment, ce qu'on avait mis en évidence lors du diagnostic, c'est que la traversée des piétons, notamment au débouché de l'Alternat, c'est plus qu'insatisfaisant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils ne passent pas à cet endroit-là, il faut les faire passer ailleurs. Et on sait qu'aujourd'hui, les emprises sont assez compliquées. Il y a un axe qui nous semble vraiment important là-dessus, c'est clair, c'est que parce que on est à l'endroit où vous avez les parkings, d'un côté, qui sont, on va dire, les plus grands parkings de la ville, et de l'autre, là où sont toutes les commodités. Donc là-dessus, dès que ce sera possible, l'objectif, c'est de reconfigurer ce carrefour de la mairie, ce carrefour giratoire, à partir du moment où on va mettre en place justement ces mesures alternatives, ces mesures d'évitement du centre-ville. Aujourd'hui, on est sur une pente qui nécessite d'avoir justement ces caractéristiques routières. On a aussi la contrainte, c'est que, on le disait lors du diagnostic, on a énormément de fonctionnalités sur ces carrefours et qui apportent pendant 90% du temps de la satisfaction. Pourquoi? Parce que ça nous permet à la fois d'aller vers les parkings, d'aller sur les quais, de gérer le transit. Et donc, j'ai envie de dire, en dehors de ces créneaux aux heures de pointe, on est bien content de pouvoir accéder au parking et à toutes ces rues autour. Il y avait une possibilité, c'est effectivement, si on veut fluidifier tous ces carrefours et les resserrer, c'est en gros de supprimer l'accès au quai et de déporter à un autre endroit les accès au parking. C'est beaucoup de conséquences sur la vie locale, et ce n'est pas le choix que l'on propose au travers de nos scénarios, mais plutôt justement d'essayer d'éloigner les flux qui n'ont pas d'intérêt dans le centre-ville, et notamment ceux avec les quartiers, mais tout en maintenant le transit, parce que le transit, vous n'allez pas les faire passer dans le quartier. De toute façon, le réseau interquartier tel qu'il est dessiné ici, il n'a aucun intérêt pour ceux qui sont sur la départementale à faire des contournements trop importants. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'il reste sur cette départementale, mais évidemment, il faut apaiser. Donc là, oui, la question de ces traversées, notamment autour de ce giratoire, c'est central, mais aujourd'hui, on a effectivement des difficultés à les mettre ailleurs. Voilà. Donc, nous, on va engager quand même les réflexions. Il y a des axes intéressants quand même à développer, notamment la fameuse placette avec derrière la rue des Abreuvoirs. Ça peut être quand même un axe assez intéressant à développer pour les piétons. Donc là, il y a une continuité avec la place Saint-Michel à développer. Ça veut dire peut-être mieux travailler le trottoir le long du bâti, le long de la départementale, et peut-être d'avoir une traversée plus facile, plus aisée de ce côté-là. Ce sont des choses à mettre en place, à réfléchir. Mais il faut d'abord agir un petit peu sur le desserrement, sur la sécurisation des 2-3 carrefours qui semblent quand même importants. Et puis ensuite, on pourra ouvrir un peu les réflexions sur qu'est-ce qu'on fait de ce giratoire, quoi. Voilà. Et des traversées autour.
Bonsoir. Je reviens un petit peu sur la sécurité parce que ça me semble quand même primordial. Quand vous descendez tout simplement du stade pour aller en ville, prenons le cas, plusieurs fois, vous risquez de vous faire renverser. Peu de personnes prennent des vélos non plus. Pourquoi? Parce que quand on emprunte la départementale, au niveau interne de la commune, eh ben, c'est très dangereux. Donc je suis quand même très étonnée et que ce problème de sécurité, notamment au niveau des entrées, des boucheries, la boucherie, etc., avant le giratoire, et l'autre côté au niveau de Auburn, soit quand même peu pris en compte. Ça, c'est mon premier étonnement. Notamment, il y a une chose qui me semble primordiale, c'est l'éclairage. Parce que au moment du chien et loup, vous avez des jeunes qui reviennent des collèges ou des lycées et ils marchent le long de la départementale et c'est très dangereux. Notamment quand ils viennent de l'arrêt de bus. Deuxièmement, j'aurais voulu poser une question au niveau des quais. Vous dites que donc les quais seraient maintenus en l'état. Les mêmes axes, ce seraient toujours des quais qui seraient accessibles en voiture. Il y a deux questions importantes. De la sécurisation. C'est bon. De la sécurisation de la départementale en particulier. Il faut avoir en fait une logique, on va dire, de traitement d'axe. C'est-à-dire, en gros, on ne va pas prendre les traversées une par une en disant, bah voilà, celle-ci, on va la traiter de telle manière, celle-ci d'une autre. L'objectif, c'est d'arriver en fait à une continuité homogène, très cohérente, d'apaisement de la circulation, qui fait que c'est l'aménagement qui va faire que les véhicules vont aller effectivement à 50 ou effectivement à 30. Aujourd'hui, on n'a pas cette logique, c'est-à-dire, en gros, vous avez un carrefour qui pose problème, ben, on va traiter ce carrefour. Mais avant et après, ce qui se passe, ben, on ne le regarde pas. Nous, dans cette zone, ces fameux itinéraires en bleu, l'objectif, c'est aussi de redonner une sorte de cohérence sur le traitement des différents carrefours. Aujourd'hui, vous avez des stops, des cédés de passage, des priorités à droite. Donc quand vous avez ce type de traitement, quand vous avez notamment des stops tout le long d'un axe d'une départementale, c'est la recette idéale pour pouvoir avoir de la vitesse. En gros, vous êtes prioritaire tout du long. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir probablement remettre en cause. Par exemple, si je prends l'exemple de l'entrée sur les entrées de ville, si on restaure la priorité à droite sur les différents carrefours qui débouchent sur cette départementale, l'approche, elle est totalement différente. Sauf qu'aujourd'hui, restaurer ces priorités à droite n'est pas sécurisé. Pourquoi? Parce que vous avez des trottoirs qui sont trop étroits. Donc, c'est-à-dire qu'il faut légèrement les agrandir pour le confort des piétons, donc on gagne en sécurité, et ça permet aux véhicules sortants d'avoir une meilleure visibilité et d'avoir une meilleure visibilité aussi pour le véhicule qui est sur la départementale. Et donc, quand vous avez des séquences, en fait, de priorité à droite, de traversée piétonne et éventuellement plateau. L'idée, c'est pas de faire des plateaux tous les 100 mètres. Hein. Mais c'est des séquences homogènes qui font que votre véhicule, finalement, vous allez tout le temps rouler à 30 parce que ça ne servira à rien de reprendre de la vitesse pour refreiner 150 mètres plus loin. Donc c'est vraiment cette logique-là. On n'a pas détaillé les choses ce soir, c'est évident, et c'est beaucoup de choses à présenter. On a essayé d'être le plus synthétique, mais c'est cette méthode-là qu'on va appliquer. Donc tous les carrefours, l'objectif c'est vraiment d'avoir ces priorités à droite. Donc par exemple quand on va faire, si vous inversez le sens de circulation de la rue Gustave de Clausade, on arrivera en sens entrant, priorité à droite. Déjà ça change tout. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous rentrez dans Rabastens, vous pouvez rouler en troisième de bout en bout, quasiment, sans s'arrêter. Donc l'objectif c'est vraiment d'avoir plutôt quelque chose qui permette d'adapter naturellement la vitesse des véhicules, plutôt que d'avoir le panneau qui vous dit faut rouler à 30 et en fait vous êtes tout le temps à 50. Donc ça va être un traitement de cette manière-là, c'est-à-dire voilà, on va identifier les traversées pour lesquelles il faut un plateau parce qu'en gros on a une séquence trop longue où les véhicules peuvent reprendre de la vitesse. Et on joue aussi avec les systèmes de priorité.
Et on se dit, bah voilà, dans cette zone du centre-ville, tout est en priorité à droite. Je pense que c'est très clair. Et ça permet voilà, d'apaiser aussi la vitesse. Donc ça se travaille. Voilà, L'arrivant de Toulouse, vous avez très peu de... vous avez très peu de priorité à droite quand vous tournez. Oui, c'est vrai. Quand vous arrivez de Toulouse, en fait, la voie, j'ai envie de dire la route, elle rentre de façon très profonde en ville. En gros, la route, elle s'arrête au carrefour avec la route de Grazac. Donc les choses, on va dire, commencent au-delà. Donc sur cette partie, sur cette section la plus contrainte, évidemment, il va falloir essayer de trouver des moyens de pouvoir faire ralentir les flux et notamment les traverser dans cette ligne droite d'une centaine de mètres. Je pense que ça serait intéressant d'avoir quelque chose qui permette vraiment d'apaiser avant l'entrée dans le giratoire. Et ensuite, dans ce plan qui est important également, c'est qu'on va essayer de proposer une alternative, et ça, c'est quelque chose qui doit se travailler dans le temps, à cette voie-là, et notamment en lien avec la route de Grazac, c'est-à-dire de pouvoir, par exemple, essayer de longer le cours d'eau pour pouvoir regagner les promenades autrement que via la rue des Cordeliers. Donc ça, c'est des choses qu'on essaie de travailler et de pouvoir inscrire voilà, dans le temps pour pouvoir faire des alternatives plus agréables que le long des voiries. Et la deuxième question, c'était, je ne me souviens plus, vous avez une autre par rapport à l'éclairage. Bon, ouais, effectivement, ça contribue à la sécurité. Il y aurait les choses. Donc là, évidemment, on ne l'a pas détaillé, mais ça fait partie des opérations, j'ai envie de sécurisation, c'est évident, où l'éclairage doit rentrer en ligne de compte. La sécurisation, c'est vraiment un vaste... c'est plein d'opérations mises bout à bout. C'est des opérations sur des aménagements, voilà, des traversées piétonnes, les intersections, les largeurs de trottoir, le partage de la voirie, des espaces pour les piétons, des espaces pour stationner. Et ça, il faut que ça soit, j'ai envie de dire, réglementé, marqué. C'est ça qui fait la sécurité, c'est-à-dire la meilleure lisibilité possible pour que les gens ils comprennent que c'est comme ça qu'on utilise cet espace. Quoi, voilà. Et par rapport au quai, donc là-dessus, il faut avoir une réflexion beaucoup plus globale, c'est-à-dire une étude d'un urbaniste, tout simplement. Nous, on est là pour rendre service à la ville, hein. C'est pas l'inverse, hein. Il ne faut pas adapter, on le disait, la circulation à la ville adapter la ville à la circulation, c'est tout l'inverse. Il faut adapter la ville, il faut mettre voilà, là où on veut valoriser les espaces publics. Donc si les quais, par exemple, la piétonisation elle est intéressante, ou la desserte riveraine est intéressante, c'est un urbaniste qui doit pouvoir le traiter. Concernant la desserte locale, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus fin. Nous, là-dessus, l'objectif, c'est de pouvoir maintenir les fonctionnalités existantes. On est sur des zones de rencontre, donc voilà, il y a une certaine satisfaction. Ouais. Plus dans les détails par rapport à la mobilité réduite, est-ce qu'il peut y avoir la restauration du centre-ville, les accès au niveau des trottoirs et lieux des commerces seront facilités et prévus? Évidemment oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites des aménagements neufs, il y a deux normes qui s'appliquent, les normes personnes à mobilité réduite, donc les normes d'accessibilité. Donc en gros, vous ne pouvez pas faire un aménagement non accessible, c'est impossible. Et puis deuxième point, c'est que vous êtes obligé de faire des aménagements pour les modes actifs, donc les vélos et les piétons, c'est obligatoire. À partir du moment où vous faites un aménagement neuf, si vous ne faites pas les aménagements pour les piétons et les vélos, c'est hors du cadre réglementaire.
Oui, oui, mais c'est la première partie de ma réponse. C'est évidemment l'accessibilité est obligatoire à partir du moment où vous faites des aménagements neufs. Évidemment, on a une vision prospective là-dessus et toutes nos propositions ne se font pas, on va dire, à démographie figée. On sait qu'on est dans une forte dynamique, donc on sait voilà, que par rapport au flux, notamment entre Rabastens et Coufouleux, si ça augmente, soit vous faites le choix comme dans les grandes métropoles, hein, c'est-à-dire que l'heure de pointe dure une demi-heure, puis 1 heure, puis 2 heures, et puis à Paris elle dure 4 heures, ou soit vous faites des alternatives. L'alternative, soit elle est routière, c'était le scénario 3, ou soit elle est sur les modes actifs, c'est-à-dire au moment où on a besoin le plus d'alternatives, on bascule plutôt sur le vélo ou la marche à pied. Aujourd'hui, sur Rabastens, il y a déjà des pratiques, on va dire, quand on a les heures de pointe, on essaye d'éviter le pont, donc il y a déjà des alternatives, des comportements qui évitent justement, qui modifient les itinéraires. Et les jours de marché également, on l'avait vu au niveau des vélos, le samedi sur le pont, c'est la pointe pour les vélos, quoi. C'est la pointe de la semaine, et la moitié des flux du vélo le samedi se font uniquement aux heures du marché. Donc il y a déjà des comportements alternatifs. Imaginez cette passerelle aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le parking de la gare le jour de marché. On pourrait très bien utiliser ce parking plutôt que de franchir le pont, et avec la passerelle, vous êtes dans le cœur de ville immédiatement pour pouvoir faire vos achats. Donc il y a vraiment des choses intéressantes autour de ce projet passerelle, mais évidemment ce n'est qu'un paramètre. C'est le paramètre en gros pour gérer les flux entre les deux rives. Mais tout ça ne nous empêche pas d'avancer sur le reste de la commune. Comme je le disais en introduction, il y a des gens qui ne sont pas du tout intéressés pour aller à Coufouleux et qui restent sur la rive droite du Tarn. Voilà. Et pourtant, on vit tous dans le même bassin de vie. Et quand la passerelle sera là, on se dira en majorité pourquoi on ne l'a pas faite avant. Juste une précision, à Toulouse, ça a coûté 20 millions d'euros, 12 millions en subvention, 8 millions pour Toulouse. Je pense que peut-être Toulouse est moins compétent que nous, ils n'arrivent pas à avoir 80%. Voilà. Les règles ont changé. Il y a 1 an de ça en arrière. Le fonds de concours était basé avec... C'est pas tout à fait ça, monsieur Le Fiot. J'en ai parlé pas plus tard qu'hier avec monsieur Lac. C'est pas tout à fait ça. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et au niveau du budget, justement, sur Toulouse, ils ont eu un certain nombre de cofinanceurs à tous les niveaux et jusqu'à l'Europe. 12 millions sur 20 millions, ça fait pas 80%. 12 millions sur 20 millions, ça fait en aucune façon 80%. En fait, le projet de passerelle est toujours en cours. Les dossiers sont en cours, donc effectivement, peut-être que nous tomberons dans des critères tels qu'ils sont évoqués. Pour le moment, donc, nous faisons avec ce que nous avons, les informations que nous avons, effectivement. Donc, pour en revenir effectivement à la largeur de la passerelle qu'a évoqué monsieur, effectivement, c'est l'une des raisons pour lesquelles le budget qui avait été prévu par Aegis, donc je ne sais plus à quel nom, a un petit peu explosé parce qu'effectivement, elle avait été jugée trop étroite. Ça, c'est clair, et c'est le fait de l'avoir élargi qui a donné un premier élan dans le budget. Ensuite, pour en revenir à tout ce qui est sécurité, donc, que ce soit l'éclairage, etc. Bon, ce que M. Mercier nous a présenté ce soir, le projet que nous avons ce soir, c'est une ossature, c'est un squelette. Et effectivement, maintenant, donc, nous allons travailler secteur par secteur. Et chaque fois que nous allons avoir un secteur à travailler, bien entendu, ce sera en commission, etc. C'est là où la commission jouera tout son jeu. Bien sûr qu'il y a des sujets qui vont être évoqués, la sécurité, l'éclairage, etc. Et on va traiter ça, je dirais, mètre par mètre. Maintenant, ce soir, on ne pouvait pas présenter ça, ce ne serait même pas raisonnable. Juste, je finis sur les problématiques de sécurité. Si on était parti pour effectivement réouvrir la rue Mousy, et elle n'est pas réouverte, côté
pont vert pour des questions de sécurité. Donc on ne peut pas dire que dans nos études, on n'a pas pris en compte les questions de sécurité. C'est ça qui nous motive au quotidien. Qui nous motive au quotidien. Et il est clair, ce qui est important, c'est que tout ce que l'on va faire, ça doit être effectivement un plus de sécurité par rapport à l'existant. Parce que dans ce cas-là, nous serions responsables, je dirais, des risques supérieurs d'accidents, etc. C'est ça. Et donc je reviens sur la question de la rue de Bussy. C'est bien un problème de sécurité qui nous a arrêtés dans notre projet de remettre la circulation sur la rue de Bussy. Voilà. Donc on va peut-être s'arrêter. On va clôturer la réunion. Merci d'avoir été aussi nombreux. Merci pour vos questions. Et puis, vous serez tenus au courant, bien évidemment, de nos plans d'action. Bonne soirée à tous.